Je remets la vidéo. Donc maintenant, je passe aux détails avec tout d'abord quelques rappels concernant l'état de nature chez Rousseau. Donc, rappelons que l'homme de l'état de nature, alors je l'ai appelé homme naturel, j'ai écrit homme naturel, ce qui est pas tout à fait exact, ce qui est même une erreur, puisque il est plus rigoureux de parler de l'homme de l'état de nature que de parler de l'homme naturel. Parce que quand vous parlez de l'homme naturel, alors je l'ai fait parce que vous voyez que mon tableau est petit et que ça m'a permis de gagner de la place. Quand vous parlez de l'homme naturel, c'est ambigu. Parce que vous pouvez parler de l'homme de l'état de nature et vous pouvez aussi parler de la nature de l'homme. Or, la nature de l'homme, pour Rousseau, n'est pas contenue complètement dans l'état de nature. Autrement dit, l'homme de l'état de nature n'est pas l'homme au sens de sa nature. C'est pas l'essence de l'homme. Pourquoi? Parce que il le qualifie justement d'animal. C'est un animal stupide et borné. Alors un animal stupide et borné n'est pas un homme. Donc cet homme naturel, cet homme de l'état de nature, n'a pas encore potentialisé son humanité, n'a pas encore développé son humanité, même si chez Rousseau, comme chez Aristote, il a néanmoins des caractéristiques qui vont lui permettre justement de s'humaniser. La deuxième chose à noter, c'est que cet homme de l'état de nature est autosuffisant, et donc les rencontres entre les hommes de l'état de nature sont des rencontres occasionnelles, essentiellement d'ailleurs dirigées en vue de la procréation. Bon. C'est un état de paix pour trois raisons qui se conjuguent, si vous voulez, pour trois causes conjuguées. Le fait d'abord de la solitude, le fait d'abord, je crois que vous ne m'entendez plus. Voilà, c'est reparti. C'est super l'éducation nationale. Le numérique, le rêve. Le rêve de demain. Bon, alors. Donc je suis revenue, je suis là. À chaque fois, je suis obligée de tout... Vous m'entendez? Voilà, en fait, je demande à Tom qui ne cesse d'aller et venir. S'il vous plaît, soit vous êtes là et vous restez. Et si malheureusement vous êtes déconnecté, soyez gentil, ne revenez pas parce que du coup, c'est moi que ça déconnecte. Et j'en suis absolument désolée pour vous. Donc la prochaine fois, on essaiera. Je vous enverrai un lien Google Meet. Voilà. Et on travaillera comme ça. Ce sera plus confortable et vous verrez, c'est une plateforme qui est aussi assez intéressante. Alors, j'en étais à... J'en étais à Rousseau, à l'état de nature de Rousseau. Donc, solitude, des forces qui sont supérieures à ses besoins, un homme qui ne travaille pas, puisque la nature lui donne tout, et qui n'a pas besoin donc de s'approprier quoi que ce soit, puisque la nature est là en abondance et que de toute façon il vit tout seul. Donc si vous voulez, tout ça explique que l'état de nature soit un état de paix. Mais, eh bien, ce premier état de nature va évoluer vers un état second,
Et l'état de nature va au fond, avec Rousseau, va dégénérer. Alors, quelles sont les causes de cette... ça y est, Tom part. Alors qu'il était là et... Bon, c'est pas grave. Désolé. Désolé, Tom. Transmettez. Alors, les causes. Le tableau est affiché normalement. Est-ce que le tableau vous est affiché? Est-ce que vous voyez l'affichage du tableau? D'accord. Alors, on ne peut pas le récupérer. On ne peut pas le récupérer, mais si vous voulez que je vous fasse, quelques envois, en tout cas des quelques diapositives, j'essaierai de vous le faire. Mais tout ça, ça me prend quand même beaucoup de temps et sachez que je vais avoir beaucoup d'autres choses à faire pendant les vacances et déjà commencer le programme de l'année prochaine. Alors, les causes de cette dégénérescence, c'est premièrement l'augmentation de la démographie, qui entraîne l'augmentation des besoins, on dirait presque un économiste sociologue, Rousseau, qui va obliger les hommes à travailler et à faire des travaux d'envergure. Le hasard, faisant bien les choses, va leur donner l'opportunité de comprendre comment fonctionne le monde végétal et de comprendre aussi comment fonctionne la fusion des métaux. De là, pour Rousseau, la naissance de l'agriculture et de la métallurgie, qui sont des activités qui supposent des travaux d'envergure et qui suppose donc une division du travail. Donc, si vous voulez, tout ça va obliger les hommes à se regrouper, va obliger les hommes à créer la division du travail et va obliger les hommes à échanger. Alors, dans la nature, il y avait des inégalités. Inégalités en particulier des forces physiques. Rousseau n'a jamais dit que tous les hommes étaient égaux dans la nature. Ce qu'il pense, c'est que les inégalités étaient bien réparties. C'est-à-dire que le gros problème de l'inégalité, c'est pas qu'il y ait de l'inégalité, c'est que les inégalités soient mal réparties, c'est-à-dire qu'on ait tous les privilèges d'un côté et tous les désavantages de l'autre. Et ça, c'est le propre des inégalités sociales. Alors, dans la nature, si vous voulez, il y a des différences, on est plus ou moins fort, on est plus ou moins malin, on est plus ou moins rusé, on est plus ou moins intelligent, etc., etc. Et donc, tant que les hommes ne travaillent pas, et tant que les hommes, à plusieurs, et tant que les hommes n'échangent pas, les inégalités n'ont pas d'incidence. Les différences n'ont pas d'incidence et au fond ne sont pas véritablement des inégalités. À partir du moment où il faut échanger, alors les inégalités des forces vont produire des inégalités de richesse. Et l'état final de l'état de nature, ou plutôt l'état de nature final, eh bien, pour Rousseau, va être un état de conflit entre les riches et les pauvres. Et c'est un état de violence généralisée. C'est un état de violence généralisée. Donc voilà, si vous voulez, la conception de l'état de nature de Rousseau, qui conduit Rousseau à considérer qu'il faut un pacte social et qu'il faut que les hommes, finalement, contractent entre eux pour fonder une société et organiser leur société. Alors évidemment, je continuerai cette explication dans le 3e chapitre de philosophie politique, où j'aborderai la question de la démocratie et ce fameux pacte démocratique tel que proposé par Rousseau. Je continue avec Hobbes. Alors, attention, parce que vous savez des choses,
Mais, et c'est bien, mais parfois vous en ignorez d'autres, hein, et ça vous conduit quand même à certains contresens. L'homme de l'état de nature, bien, est un homme qui, à la différence de l'homme de l'état de nature rousseauiste, est un homme qui possède la raison et la passion. C'est un homme qui connaît les passions, qui connaît des passions, et qui connaît des passions parce que c'est un être de raison. Et que finalement, la passion n'est jamais que le contraire de la raison. C'est exactement la raison pour laquelle Rousseau considère que l'homme de l'état de nature n'a pas de passion. Il n'a pas de passion parce qu'il n'a pas de raison, justement. Alors donc, on est dans le contraire exactement de l'homme rousseauiste. Alors, les passions primitives de l'homme de l'état de nature bien, c'est d'abord la peur, puisqu'il ne faut jamais oublier que pour les philosophes du XVIIe, la passion définit tout état, si je reprends la définition qu'en donnait Descartes, finalement, tout état du corps et de l'âme non voulu par l'âme, mais généralement provoqué par le corps et parfois provoqué par ce que Descartes appelait les esprits animaux. Alors, donc, la peur est une passion. Et parmi les autres passions, on a aussi quelque chose qui a beaucoup intéressé le XVIIe et qui nous intéressera beaucoup l'an prochain, qui est l'amour-propre. L'amour-propre qui va donner toutes ces passions que sont l'orgueil, le sentiment de supériorité, la susceptibilité. Voilà, l'homme de l'état de nature hobbien, l'homme de l'état de nature de Hobbes, c'est un homme très susceptible. Il est à la fois peureux d'un côté et en même temps il est susceptible de l'autre. Alors du coup, eh bien, il se bat assez vite, il se bat assez facilement. La deuxième caractéristique de l'état de nature pour Hobbes, c'est qu'il n'y a aucune loi pour protéger l'individu. Il n'y a aucune loi pour protéger l'individu. Aucune loi, j'entends, aucune loi institutionnelle, aucune loi juridique. Donc, l'état de nature, là, vous pouvez le dire. Vous ne pouvez pas tellement le dire pour Rousseau et pour d'autres, mais pour Hobbes, vous pouvez effectivement dire que c'est l'état de la loi du plus fort, hein, ce qu'on appelle encore vulgairement la loi de la jungle, mais à la condition que vous preniez fort en son sens très large. C'est-à-dire que c'est la force physique, mais ça peut être aussi la force intellectuelle, ça peut être la force morale, ça peut être aussi la force du plus grand nombre. Voilà. Donc, si vous voulez, du coup, même s'il y a des différences entre les hommes, chacun a sa force à lui. Et ça entraîne finalement comme effet l'égalité des individus. Hein, dans l'état de nature, il y a finalement une égalité des individus. Alors une égalité des individus, une égalité non pas tellement, contrairement à ce que vous pourriez penser, de liberté, même si Hobbes va définir le droit naturel comme la liberté qu'a chacun de faire ce qu'il veut et de s'approprier ce qu'il veut, y compris de s'approprier d'autres êtres humains, écrit-il dans le Léviathan. Mais en fait, cette liberté, si vous voulez, elle est tellement menacée à tout instant que finalement, elle n'est jamais véritablement exercée. Donc l'égalité des hommes, c'est plutôt une égalité devant la mort, c'est plutôt une égalité devant la menace, c'est plutôt en fait une égalité à devoir se battre
sans qu'il n'y ait d'issue au combat. Vous voyez, c'est la grande différence entre la lutte à mort chez Hobbes et chez Hegel. C'est que chez Hegel, puisque vous avez travaillé la dialectique du maître et de l'esclave, eh bien, la lutte à mort a une issue. Il y aura un vainqueur et un vaincu, et donc il y aura un maître et un esclave, alors que chez Hobbes, il n'y a pas d'issue. C'est sans fin. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette formule que je vous ai notée dans le tableau est si importante. Dans cet état, c'est le chapitre 14 du Léviathan, dans cet état, nul n'est assuré de parvenir au terme du temps de vie que la nature accorde ordinairement aux hommes. En clair, vous avez une espérance de vie, et bien cette espérance de vie de 50, 60, 70, 80 ans, eh bien, elle n'existe plus dans cet état de nature où, en fait, vous pouvez être tué à tout moment. Alors, je m'interromps parce que j'ai déjà décrit l'état de nature chez Rousseau et sa progression vers un état de violence généralisée. J'ai décrit l'état de nature chez Hobbes. J'ai décrit par là même l'homme de l'état de nature rousseauiste, l'homme de l'état de nature hobbien. Avez-vous des questions, ceux qui sont encore présents? Des questions? Non? C'est bon pour tout le monde? D'accord. Alors, passons à Locke, John Locke. John Locke, second traité du gouvernement civil, où dans les premiers chapitres, Locke nous décrit l'état de nature, là aussi dans une belle logique. Vous avez vraiment des philosophes qui philosophent encore à l'ancienne, c'est-à-dire d'une façon déductive, même si Locke est un empiriste, en fait, il a une façon de raisonner à la cartésienne, c'est-à-dire tout s'enchaîne d'une façon logique. Alors, du coup, quand vous voulez contester un système, c'est assez compliqué parce que généralement, il n'y a pas d'erreur d'enchaînement logique, tout s'enchaîne déductivement. Mais par contre, ce qu'il faut regarder, c'est les présupposés. Quels sont les présupposés et finalement, en quoi sont-ils contestables? Alors, chez Locke, vous avez un présupposé. Locke, je vous l'ai dit, est considéré comme le père du libéralisme politique. Donc, père de cette... Alors, pour autant, dans son second traité du gouvernement civil, on ne peut pas dire qu'il ait véritablement proposé un pacte démocratique. Et donc, il est complètement finalisé le modèle de la démocratie libérale, mais il en donne quelques prémices, en tout cas, dont je reparlerai dans le chapitre sur l'État. Ici, alors pourquoi je parle de ça? Parce que le fait que ce soit un libéral l'oblige finalement à poser au centre de son système l'individu, puisqu'en fait le libéralisme politique place la valeur de l'individu au centre, là où la démocratie plutôt de type républicain va placer le peuple et la valeur du peuple, c'est-à-dire de l'ensemble des citoyens au centre. Donc là, c'est l'individu qui est la valeur suprême, et cet individu, eh bien, il faut considérer comme en fait, ça n'est pas un produit ça n'est pas un produit de la société, ça n'est pas un produit de l'État, contrairement aux citoyens. Le citoyen, c'est une construction, en fait. Nous sommes des citoyens parce que on nous a donné
ou plutôt les générations passées ont défendu le droit à la citoyenneté. Par contre, l'individu, si vous voulez, il existe en tant que tel. Donc, c'est une entité, dirais-je, naturelle, et non pas sociale ou politique. Donc, à partir du moment où vous en faites la valeur centrale, ce que font les libéraux, à ce moment-là, eh bien, vous devez partir de l'individu et vous devez lui donner des caractéristiques naturelles. Vous devez lui donner des droits naturels. Et c'est la raison pour laquelle Locke part de l'idée que l'homme de l'état de nature possède une moralité naturelle et une sociabilité naturelle. Donc il possède une moralité naturelle et une sociabilité naturelle. Ce qui veut dire en particulier qu'il reconnaît des lois morales, il reconnaît un certain nombre de lois qui sont celles relatives au respect de soi et au respect d'autrui, au respect du travail d'autrui, au respect de la propriété d'autrui, etc. Donc tout ça fait partie, si vous voulez, de sa moralité naturelle. Il est capable d'entendre dans sa conscience morale un certain nombre de règles avant même l'institution du droit, avant même l'institution du droit positif. De la même façon, cet homme naturel produit, travaille et produit tous les objets nécessaires à sa vie et à sa survie. Et de là, eh bien, Locke en déduit qu'il existe dans l'état de nature des droits naturels à la propriété des produits et des moyens du travail. Donc, et ça, si vous voulez, c'est la grande originalité de Locke, là où, par exemple, on voit bien l'opposition avec Rousseau, hein, qui, lui, considère qu'il n'y a pas de propriété dans l'état de nature, parce qu'il n'y a pas de raison pour l'homme, pour l'individu, de posséder quoi que ce soit. Et d'ailleurs, souvenez-vous, et pour cause, puisque l'homme naturel ne travaille pas. Alors que le droit à la propriété est, pour Locke, un droit naturel. Donc c'est un droit, si vous voulez, qui n'est pas institué par la loi des hommes, hein, mais qui est institué par la loi de la nature. Et ce droit à la propriété privée, ça aussi, évidemment, c'est très important à retenir, c'est que Locke le fait découler du droit au travail, c'est-à-dire du droit que le travailleur a de posséder les fruits de son travail, les outils de son travail et tout ce qui touche à son travail, comme par exemple pour le paysan, la terre. Bon. Donc, droit de propriété rattaché au droit du travail et à posséder les fruits du travail. Alors, si peut-être que vous mettez ça en lien avec, par exemple, celui qui a parlé le plus de la question du travail et du rapport avec la propriété privée, qui est Marx, à la fin du XIXe siècle. Et en fait, ce qu'il y a d'amusant, c'est de voir que Marx, ce qu'il reproche au capitalisme, au système capitaliste, ça n'est pas la propriété à proprement parler, mais c'est l'appropriation abusive par le capitaliste des fruits du travail et du travail lui-même en tant que force productive des ouvriers. Donc c'est cette spoliation finalement des fruits du travail et de la propriété qui devrait être liée au travail
qui est scandaleuse pour Marx. Donc, ce qui aurait été amusant, c'est de savoir si Locke aurait été d'accord avec Marx pour dire, eh bien, il faut, par conséquent, redonner aux ouvriers, c'est-à-dire à ceux qui travaillent, la propriété de leur outil de production et, bien sûr, des produits de leur travail. Alors, passons sur l'anecdote. Donc, dans l'état de nature, il y a un respect des droits, et ce respect des droits est assuré par les lois morales, naturelles, reconnues par la raison de l'homme de l'état de nature. Donc, a priori, si vous voulez, tout devrait bien se passer dans l'état de nature. Et a priori, si on s'arrête là dans la description de l'état de nature chez Locke, eh bien, l'homme peut vivre à l'état de nature très très bien. Il peut vivre très très bien parce qu'il a une sociabilité, il a une moralité, il travaille, il produit. Donc, finalement, il survit très très bien sans qu'il y ait nécessité d'instituer un droit et une justice, et surtout sans qu'il y ait nécessité d'instituer un pouvoir politique. Malheureusement, dit Locke, eh bien, il manque quelque chose dans cet état de nature. Et ce qu'il manque, c'est que rien, c'est-à-dire aucun pouvoir, ne peut venir obliger finalement les individus à respecter les droits des autres. Et donc, c'est cette absence d'un pouvoir placé au-dessus des individus, d'un pouvoir qu'on peut qualifier de pouvoir arbitral, qui finalement va entraîner un état de violence et va faire dégénérer cet état de nature qui pourtant était plutôt bien parti vers un état de violence. Je termine avec la quatrième conception de l'état de nature. Là, on va plus loin dans le temps, puisqu'on arrive au 19e siècle avec Hegel. Alors, pour Hegel, si vous voulez, ce qu'il y a d'original dans la théorie hegelienne de l'état de nature telle qu'elle est assez rapidement quand même, hein, ça concerne que quelques paragraphes des principes de la philosophie du droit, telle qu'elle est exposée donc dans cet ouvrage, c'est que pour Hegel, l'état de nature est un état individualiste. C'est-à-dire c'est le seul état, ce qui ne sera plus jamais le cas avec l'état social, c'est le seul état où l'individu existe en tant qu'individu. Donc l'état de nature, si vous voulez, c'est un agglomérat d'individus. Un agglomérat d'individus, et ça provoque, si vous voulez, la chose suivante pour Hegel, c'est que dans l'état de nature, chacun fait sa loi. C'est surtout ça qui caractérise l'état de nature pour Hegel. Chacun fait sa loi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire chacun décide de son droit, Ensuite, ça veut dire que chacun décrète quand et comment son droit a été lésé. Donc chacun décrète quand et comment son droit a été lésé. Et enfin, chacun punit et répare le tort qui lui a été fait. Donc, lorsque Hegel dit que chacun fait sa loi, ça veut dire que chaque individu, et en particulier chaque chef de clan, est à la fois législateur, juge et bourreau. Législateur, juge et bourreau. Alors évidemment, eh bien, la conséquence de ça, pour Hegel, c'est un cycle
infernale de vengeance et de violence. L'état de nature prend la forme d'un cycle infernal de vengeance et de violence. Vous voyez quand même que dans chacune de ces conceptions, on retrouve l'idée d'un cercle vicieux. Il y a quelque chose qui s'emballe, il y a une espèce de logique qui s'emballe dans l'état de nature et qui fait qu'il faut qu'il y ait une rupture. Et le contrat social, en fait, va finalement constituer cette rupture. Alors, pour finir sur Hegel, ce qu'il y a d'intéressant chez lui, c'est qu'il en profite pour faire toute une analyse de la vengeance. Et pour avoir quand même lu beaucoup d'œuvres de philosophie politique, je trouve que c'est un thème qui souvent n'est pas beaucoup travaillé par les philosophes, abordé par les philosophes. Et Hegel fait exception, puisque finalement, la vengeance vient du fait que, à partir du moment où chacun fait sa propre justice, et surtout chacun se fait bourreau, eh bien, celui qui subit le châtiment décidé par un autre va le vivre lui-même comme une atteinte à son droit, puisque c'est lui qui décrète ce qui est juste et injuste, et qui décrète quand et comment son droit a été lésé. Donc en fait, la victime va devenir bourreau à son tour. Et donc ça, c'est effectivement le système de la vengeance qui n'en finit jamais. Vous comprendrez aussi qu'à partir du moment où vous comprenez les états de nature tels que pensés par ces différents philosophes, vous allez aussi comprendre comment ils vont penser l'état de droit et comment ils vont penser l'état politique. Donc les différences vont aussi se retrouver au niveau de la conception des états de droit et de la conception des états politiques. Toujours est-il que je termine mon tableau, on en arrive avec les 4 conceptions, on en arrive au même résultat, c'est qu'il faut sortir de cet état de nature pour établir une paix sociale. La finalité, c'est la paix sociale. On revient à cette thématique de la paix. Politique et paix sociale. Et ça va se faire ici par une rupture et par une décision. Les hommes vont décider ensemble d'un pacte social. Donc ils vont décider ensemble d'un pacte social. Je reviendrai parce que là aussi, vous savez des choses, mais parfois un peu avec des inexactitudes, voire des ignorances, sur les différentes conceptions de l'état social. Vous ne pouvez pas dans une copie mettre au même niveau l'état social hobbésien, lockéen et rousseauiste, parce que ça ne peut que vous entraîner à faire des contresens et à brouiller en fait les logiques argumentatives de vos devoirs. Si vous n'avez pas de questions, donc je vais supprimer maintenant j'en ai fini avec ce diaporama. Et on arrive à la fin de la séance, donc je vais peut-être aussi m'arrêter là, après de multiples interruptions.